Mon exposé est conçu pour répondre en anticipant aux questions basiques qu'on pourrait se faire en écoutant un travail. Première question, quoi? Les W, les 5 W bien connus de Last Where, n'est-ce pas? Donc la question what, where, who, when, how, etc. Donc quoi? De quoi s'agit-il? Qui inclut la question de où et quand. Voilà, mon travail porte sur un phénomène tout à fait récent, on célèbre peut-être 1 an dans quelques jours, ce tragique événement qui a affecté la France entière, mais aussi le monde entier, les attentats du 13 novembre 2015. Ce qui m'intéresse, ce qui me travaille dans ce phénomène, dans ce drame, c'est le phénomène social de circulation d'un slogan de solidarité dans les termes de Pray for Paris. Voilà, ça c'est le quoi. Donc on est dans le cadre de la France, on est dans le cadre d'une communication sociale française suite à un événement tragique. Le pourquoi l'intérêt pour ce travail, pour cette analyse? Je voudrais offrir un effort de comprendre un phénomène de communication, parce que je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, un effort de comprendre d'abord, et puis dans un deuxième temps de réfléchir en prenant du recul. Derrière ce slogan de solidarité, je perçois la dimension religieuse. Voilà, qui est tout à fait intéressant justement dans le contexte de la laïcité à la française. Quelle est la place du religieux, des religions dans la sphère publique française et en Occident en général? Et en troisième lieu, bien sûr, comme tout travail universitaire, je veux remettre en question certaines évidences qui sont ambiantes. La question du comment, c'est la question de la posture épistémologique, mais aussi la question de la méthodologie. Je m'inscris pleinement dans une approche communicationnelle, plus précisément dans une approche de ce qu'on appelle la technosémiotique ou la sociosémiotique des outils, des dispositifs numériques. J'expliquerai plus tard en quoi cela consiste. Et dans le quatrième point, je présenterai succinctement les premiers résultats de ce travail. Premier résultat, c'est je me suis rendu compte d'une puissance, d'une performance, efficacité communicative d'une petite forme. Pray for Paris, ça relève d'une petite forme développée dans le cadre des dispositifs numériques qui sont liés aux logiques de l'industrialisation et de la standardisation des médias informatisés. Donc, dans cette perspective, si on se réfère aux travaux de certains chercheurs ainsi comme Yves Gendré et Emélien Souchet de Paris 4, on peut nommer Pray for Paris comme cet énoncé, ce slogan, cette mise en forme multiforme de cet énoncé de solidarité comme un être culturel. Et donc, par définition, cet être culturel a connu une destinée triviale, c'est-à-dire a connu un sort de trivialité. Qu'est-ce que cela signifie? J'aurai l'occasion de développer tout à l'heure. Et puis, le deuxième résultat, le dernier, c'est Pray for Paris. Ce phénomène nous a permis de voir à l'œuvre une mise en scène du geste de prière en tant que geste de communion. Et par cette mise en scène, on voit à l'œuvre la reconfiguration d'une communauté française face au tragique événement des attentats qui sont une communauté qui est reconfigurée par les doubles liens de filiation divine. En évoquant la question, le geste de prière pose cette filiation verticale avec la transcendance, et puis une deuxième filiation, la filiation horizontale avec ses semblables, donc une filiation de fraternité humaine pour Paris. Voilà un peu le plan de mon exposé. Maintenant, je prends un petit temps pour donner un petit peu plus de détails à cet exposé. La question quoi? Donc, nous savons que suite aux attentats du 13 novembre 2015,
il y a eu un slogan qui a circulé de manière très importante dans les espaces sociaux, à la fois en ligne et hors ligne. C'est le fameux Pray for Paris, qui est apparu d'abord sous la forme d'un hashtag sur le réseau social de Twitter. Ce hashtag a été partagé, réutilisé en un nombre record, à savoir presque 7 millions de tweets en 10 heures. Donc, ce record a débattu le record du slogan « Je suis Charlie » quelques mois auparavant. Voilà un exemple du slogan « Pray for Paris » qui est apparu pour la première fois sur un tweet de la page de Twitter. Le jour même, c'est le 13 novembre 2015. Voilà. Entre parenthèses, l'événement tragique a eu lieu le soir entre 9h, voilà, et vers 0h de la nuit du 13 novembre. Donc la nuit même, on a assisté à cette élaboration d'un slogan de solidarité apparu sous forme d'un hashtag. Brave for Paris. Et par la suite, on a vu autant de mises en forme de ces hashtags. Voilà. Comme vous avez vu c'est le résultat, la première page de résultats sur Google, quand on tape Brave for Paris, ça donne ça. C'est la capture d'écran effectuée le 3 juin. C'est à peu près 7 mois plus tard. Le pourquoi de ce travail d'analyse, souvent on part de la circulation d'un hashtag, comme d'ailleurs d'une musique. À l'époque, auparavant, c'est la musique de Gangnam Style par exemple, ou d'autres phénomènes de buzz, comme le fameux clip de Stromae, etc. On parle de buzz, on parle de viralité, on parle de mème. Tous ces mots-là renvoient au fond à une conception de la communication conçue comme un phénomène naturel. Viral, c'est un phénomène naturel, biologique même, ce qui me met mal à l'aise parce qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Donc c'est pour critiquer une vision naturaliste de la communication que je voudrais proposer cette communication. Non, il ne s'agit pas d'une épidémie, une circulation, une propagation virale. Non, ce n'est pas viral. C'est social, donc c'est culturel. Parce qu'il y a des questions, on verra qu'il y a une mémoire sociale qui sous-tend cette circulation. Et non pas du tout la question de la biologie. Ah. Donc, deux hypothèses qui sous-tendent, qui sont aux origines de mon travail, pour interroger ce phénomène de circulation grandissante, puissante du slogan Pray for Paris. C'est l'hypothèse d'une approche heuristique de mon point de vue. Donc vous avez bien compris, derrière, je plaide pour une valeur heuristique de l'approche communicationnelle. C'est comment on peut regarder un phénomène social sous l'angle communicationnel, plus précisément sous l'angle de la technosémiotique, pour prendre au sérieux les dimensions matérielles et techniques de ce hashtag. Hashtag parce qu'il y a un dispositif qui est de nature technique, technologique, donc numérique. Donc, mon analyse cherche à prendre au sérieux cette dimension technique matérielle. Deuxième dimension, on ne pourrait pas comprendre ce phénomène de circulation de ce slogan sans prendre en compte la dimension religieuse indépassable de toute société humaine. Voilà, c'est ce que je veux démontrer à travers ce phénomène. Maintenant, la question de la méthodologie. Comme je viens de vous annoncer, le choix de mon travail, c'est celui d'une approche communicationnelle inscrite dans la technosémiotique. Ce qui me paraît intéressant, c'est de m'intéresser à ce qu'on appelle la vie sociale des signes. Pour moi, le slogan ou les formes multiples de ce slogan, visuel, audio, etc., ou textuel, comme vous voulez, cet objet est un signe. Et que ce signe a une vie sociale. C'est-à-dire, il est né quelque part, il se développe quelque part sous l'effet de quelques acteurs par certaines postures, etc., parce que ça correspond à certaines valeurs. Donc, il y a une vie sociale qui a permis à ce signe, à cet objet, de prendre chair, de se développer,
d'exercer des effets réels. On peut parler de la force. Le mot performance que j'utilise, c'est à dessein. J'emploie bien sûr en référence aussi à la théorie de Austin, How to do things with words. Il y a dire, c'est faire. Inviter à la prière, cette invitation, à un moment donné, s'est transformée en acte de prière, qui est exprimé par exemple par l'initiative d'une bougie pour Paris. En fait, une bougie pour Paris, c'est la mise en l'effectuation, c'est la mise en œuvre de l'acte de prière sous une forme laïque. C'est la laïcisation d'un geste d'origine spirituelle, plutôt religieux. On peut discuter d'ailleurs, c'est l'occasion que je proposerai à ma collègue, c'est la distinction à faire entre spirituel, croyance et religieux. Et pour moi, allumer une bougie, c'est d'abord un acte religieux. Après, c'est devenu spirituel et puis une croyance. La République française, comme public, se donne à ces actes de croyance. Par exemple, comme on peut voir, chaque fois, pour rendre hommage à des attentats, des victimes des attentats, on allume une bougie. C'est un acte aujourd'hui qui s'inscrit dans une croyance républicaine, mais qui a son origine religieuse. Donc, une prédilection pour l'idée de signe, dans toute sa richesse sémiotique, bien sûr. Deuxième partie pris théorique, c'est la question de l'étude des formes. La dimension matérielle et technique importe. Pour moi, la deuxième dimension, c'est la dimension de la mémoire sociale. On ne pourra pas comprendre la puissance de cette circulation de cet objet si on ne se réfère pas on ne l'articule pas, on ne l'associe pas à toute une mémoire sociale très forte en Occident qui permet d'identifier, de reconnaître. Pour parler quand on reconnaît une forme, c'est parce que la forme a déjà préexisté, qu'il y a un déjà là, qui permet le travail herméneutique d'interprétation. Tout travail d'interprétation repose sur un préconstruit social qui s'inscrit dans une forme, dans une mémoire formelle. Donc, on verra que la circulation de ce slogan, Pray for Peace, s'inscrit pleinement dans une mémoire formelle de l'Occident religieux. On verra comment. Donc, pour cela, je pense que prendre au sérieux la mémoire formelle de l'Occident, c'est éclairant. Et ça permet aussi, dans le mouvement, de comparer, c'est le risque que j'ai adopté, de comparer ce hashtag qui est mis en forme plus tard sous forme de logo, Pray for Paris, à une forme médiatique beaucoup plus ancienne qui a eu lieu, qui a été élaborée dans un autre contexte, c'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, avec la carte postale de la guerre 14-18. C'est très curieux de voir intéressant, qu'il y a un parallélisme possible entre l'engouement populaire de l'époque nouveau pour cette forme nouvelle qu'est la carte postale à l'époque de la guerre et l'engouement des pratiques numériques aujourd'hui séparées un espace de 100 ans mais en fait ça converge pour dire que chaque fois dans des situations tragiques les humains ont toujours recours à des formes qui sont les plus appropriées pour véhiculer un sentiment de deuil, un sentiment de solidarité, etc., etc. Voilà, donc finalement, la nouveauté absolue posée par un certain partisan du numérique me semble infondée. Il me reste 5 minutes. Donc, et puis, oui, tout à fait, suffisant pour terminer. Dernier point dans mon parti pris théorique, c'est une certaine théorisation de l'écriture. C'est-à-dire, je considère, à la suite des travaux des chercheurs en sémiotique de l'écriture médiatique, en fait, l'informatique nous propose un type de produit de signes très intéressant qu'on peut nommer dans les termes de écrit d'écran. L'écrit d'écran, c'est pour prolonger ce qu'on voit sur les médias informatisés comme une continuité avec l'écrit traditionnel, c'est-à-dire un ensemble riche qui
qui est conçu dans une certaine matérialité, dans une certaine historicité, avec toute sa richesse et tous ses codes. Donc, c'est possible d'articuler dans le régime numérique l'écrit, en fait, la lecture et l'écriture, l'édition. Maintenant, peut-être quelques mots sur le résultat, juste pour vous énoncer le résultat. Et je termine par une réflexion critique. Deux grands résultats. Premier type de résultat, j'ai pu montrer une circulation et un processus de réappropriation de Pray for Paris pour mettre au jour, mettre en avant la destinée triviale d'un objet médiatique sous régime numérique. Donc, le succès du logo Pray for Paris, il tient à la force d'une mémoire sociale vivant des formes. Avec toute la symbolique, noir, blanc, avec la forme de la tour Eiffel, etc., etc. Une petite forme médiatique circulant sur tout terrain, c'est comme le VTT, mais en fait, ce n'est pas un VTT, c'est une petite forme qui circule parfaitement dans tous les réseaux sociaux, parce que c'est une petite forme qui correspond à la logique des médias informatisés. C'est standardisé. C'est un jeu d'enfant de diffuser un hashtag. Donc, c'est l'économie, c'est un geste de moindre effort. Et puis, dernièrement, c'est ce qu'on appelle le conatus discursif. La logique à l'œuvre dans les réseaux sociaux, de manière particulière, c'est cette politique, cette forme d'encouragement à la production par des gens ordinaires. C'est une glorification de la productivité structurelle, éditoriale à l'aide du numérique qui permet de comprendre la circulation de cette forme de solidarité. Et je termine par deuxième résultat. Le deuxième résultat, c'est un questionnement que ce travail nous propose sur la place du religieux dans la sphère publique à travers le phénomène Pray for Paris. On peut identifier facilement des signes et des manifestations du religieux et de l'interreligieux dans Pray for Paris. Et ce phénomène nous amène à interroger sur la question entre prière et politique. Je m'inscris cette fois-ci dans les travaux de Marcel Mauss pour mentionner la dimension politique de la prière. Et dans les travaux de Frédéric Lambert, pour dire que oui, on peut analyser la question de la religion, de la prière, sous l'angle des sciences humaines et sociales. Donc, et ça me permet de poser une question, est-ce que c'est possible, qu'on entend souvent dans le langage courant, est-ce que c'est possible de dire que la religion soit limitée à une sphère privée ? Voilà. Donc tout cela nous amène à une réflexion de fond qui est proposée par les derniers travaux de Habermas, notamment à partir de la rencontre avec Ratzinger sur le rapport entre foi et raison. Et je termine par là, juste une ou deux phrases. C'est Habermas, dans ses derniers travaux, surtout avec le petit article « La conscience de ce qui manque ». Habermas a montré que la raison postséculaire, a intérêt à interroger, articuler de nouveau le rapport entre foi et raison, parce que selon Habermas, il y a un caractère borné de la philosophie de lumière en regardant le rapport entre foi et raison, pour dire que la raison, quand elle est subordonnée à la foi, elle n'est pas digne, elle est secondaire. Parce qu'il y aurait une foi rationnelle, plus plénière, quand elle est neutre, non pas subordonnée à une foi. Habermas, conscient, rationaliste, réinterroge ce présupposé de la philosophie de lumière.